Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de meluire.com. Je suis Aurore et aujourd'hui je vais te présenter Laetitia Plisson. Elle nous partage dans cette vidéo son expérience de maternage avec ses 4 enfants. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur la petite bougie en bas de ton écran. Bonjour Laetitia, Bonjour. merci d'être parmi nous et d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi et te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Moi, je suis Laetitia Plisson. Je suis maman de 4 enfants qui font l'instruction en famille, des enfants qui aujourd'hui ont entre 7 et 15 ans. Je suis blogueuse aussi sur le site S'instruire autrement, donc où je parle à la fois d'instruction en famille et de pédagogie alternative, voilà, un large éventail. Mais mon métier de base à l'origine, c'est d'être artiste, artiste mosaïste. Et je me suis spécialisée dans les mosaïques comme art funéraire. Donc, je fais aussi de l'accompagnement au deuil et à la fin de vie. Et au final, on a l'impression que j'ai plein de métiers, mais tous ces métiers sont dans l'accompagnement de la vie. En fait, je suis aussi doula, c'est de l'accompagnement à la naissance, la grossesse et la suite de couches. Et en fait, en accompagnant à la fois la naissance et la mort, et en passant par les grandes étapes de la vie, donc les apprentissages, mais aussi les changements de vie professionnelle, voilà, les accidents de la vie. Finalement, je suis un peu une accompagnante de vie, éveilleuse de conscience. C'est quelque chose que j'aime bien dire aussi. J'ai l'impression des fois d'être une petite fée qui va juste permettre aux personnes d'ouvrir les yeux sur leur vie, sur leur situation actuelle. Et puis, finalement, d'en prendre conscience, ça permet de continuer le chemin en allant beaucoup mieux. Génial. Merci. Et du coup, est-ce que je commence tous les entretiens comme ça? Quelle serait pour toi la définition du maternage proximal? Ah ah. Ah ah. Euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, En fait, pour moi, le maternel proximal, c'est juste un mot pour dire ce qui devrait être juste normal. En fait, il ne devrait même pas y avoir de mot pour dire maternage proximal parce que voilà, ça va de soi, c'est juste une évidence. Euh, c'est quelque chose que moi j'ai découvert très rapidement en fait avec mon premier bébé. Et en fait, tout ce que j'ai lu à ce propos, ça m'a juste éveillé la conscience, en fait, que c'était naturel. En fait, il y avait vraiment une question de le fait de porter son bébé, c'était juste répondre à ses besoins, c'était juste naturel, en fait. Et tout ce que j'ai lu à ces propos-là, à chaque fois, ça m'a rempli et conforté dans cette idée que c'était quelque chose de naturel, de quelque chose qui tombait sous le sens et une sorte de processus en fait à dérouler. Donc voilà, pour moi, maternage proximal égale juste normal. Mmh. Et c'est vrai que quand on voit voilà, les parents qui ont la poussette, le chauffe-biberon, tout ce matériel de puériculture et qui, voilà, qui sont perdus là-dedans, on se dit, mais s'ils connaissaient ça, en fait, s'ils avaient juste pris ce temps, ce recul, enfin voilà, c'est peut-être pas forcément donné à tout le monde, mais qu'est-ce que c'est simple, en fait. Mmh. Et comment tu as découvert cet univers? Tu te souviens, genre le premier livre que tu as lu ou peut-être le premier article ou? En fait, c'est venu d'une réflexion hyper personnelle. Au tout début, c'était même avant d'être enceinte et avant quoi que ce soit, j'ai eu toute une période de réflexion autour de la naissance, je ne sais pas pourquoi, et autour de l'hôpital. Et je me souviens très bien, je devais avoir 22 ans, et quand j'ai discuté avec mon mari, ouais, mon futur mari, et je lui ai dit, mais quand même, c'est pas normal d'accoucher à l'hôpital parce que accoucher, c'est juste naturel et c'est pas une maladie. Et pour l'hôpital, quand on est malade, c'est très bien, mais pour la naissance, c'est pas forcément l'endroit idéal. Et lui était en études de kiné
Et il m'a dit: «Ouais, mais en fait, tu as tout à fait raison». Mmh. Parce qu'en fait, à l'hôpital, on va faire des protocoles, enfin, il va y avoir toute une ambiance, tout un environnement qui fait que, tu peux pas accoucher vraiment de façon naturelle. Donc, ça a été vraiment le tout début. Ça a été cette première réflexion. Et ensuite, je sais que lui, en études de kiné, avait eu une grande réflexion sur le portage physiologique, sur les Yupala et les trucs comme ça, le développement de la marche, mettre des chaussures au bébé, enfin voilà. Et donc, lui a vraiment enrichi ma réflexion. Et en fait, les bouquins, je ne sais même pas si j'en ai lu à cette époque-là. Je me souviens quand même du concept du continuum, qui a été un livre qui m'a pas mal marqué. Mais voilà, en fait, ça a été vraiment des réflexions à deux qui se sont mises en place au fil des années. Et tu te souviens pas quel est le truc qui t'a fait, avoir, une pensée critique par rapport à tout ça? Ça t'est un Non, reportage, non, un non, truc, non? C'est venu, non, non, je dans sais ta que famille peut-être, non? Ça c'est l'époque où je me suis formée au Reiki aussi. Moi, mon mari et ma mère, on a fait ça en famille. Et je sais qu'au cours de la formation, j'avais revécu un truc par rapport à ma propre naissance. Et je pense que c'est de là que cette mmh. réflexion s'est faite de façon générale. Mais voilà, pas plus que ça. Et ton premier enfant, est né longtemps après ces réflexions, là? 2 ans après. Ouais. Et du coup, tu as pu, accoucher comme tu voulais? Et du coup, il y a eu quand même cette réflexion d'accoucher à l'hôpital ou non. Hem, Ce qu'il y a, c'est qu'on venait de déménager dans une nouvelle ville, on connaissait personne, on connaissait pas l'hôpital, on connaissait pas de sage-femme non plus. Hem Et c'était quand même un premier, Mmh. donc on n'a pas osé. Par contre, on s'est fait accompagner en autonomie par une sage-femme géniale et qui, elle, nous a donné les trucs, en fait. Elle nous a dit: «Bon, mais voilà, à l'hôpital, ils vont vous proposer ça, ça et ça. Alors, vous en faites un peu qu'à votre tête. Oubliez pas de prendre un siège pour le papa et puis, en fait, vous pouvez choisir la position que vous voulez». Et en fait, c'était super parce que, à la préparation à l'accouchement avec elle, on avait vu les différentes positions et en fait, finalement, j'avais trouvé que la position allongée avec les étriers, elle était juste top, quoi. J'étais bien et je me suis dit: «Bon, finalement, si j'aime cette position, c'est super». Et au moment de l'accouchement, où je me suis retrouvée, sur cette table d'accouchement et où la sage-femme m'a dit: «Avec ou sans les étriers?» Et là, je me suis dit: «Mais en fait, non, c'est juste pas possible». Et je lui ai dit: «Ah non, mais ça sera sans rien du tout, je vais me mettre à 4 pattes». Et là, elle était complètement affolée. Elle m'a Mmh. dit: mais comment on va faire?» Parce qu'il y avait la perte de glucose évidemment et je sais pas quoi. Et je lui ai dit: «Non, mais vous en faites pas». Et je me suis mise à 4 pattes et du coup, elle était perdue. Et en plus, Mmh. c'était une jeune sage-femme et donc elle était perdue, elle savait pas comment prendre les choses parce que j'étais dans le mauvais sens. Et pour le coup, elle nous a foutu la paix complètement. Donc voilà, au final, j'ai eu une naissance, on va dire, naturelle, même s'il y a eu quand même la perte de glucose et puis l'ocytocine sur la fin, Mmh. pour la délivrance. Mais à part ça, ils nous ont beaucoup, beaucoup fichu la paix. Visiblement, c'était un peu compliqué dans les autres salles à côté. Et nous, on était le petit jeune couple. Et en fait, voilà, ils nous ont oubliés, donc c'était bien. Pour un premier accouchement et en structure, j'ai vraiment pas à me plaindre. Trop bien. Et les suivants se sont passés comment? Les suivants, pour le coup, ils se sont passés à la maison. Mmh. Les 3 autres? Ouais, les Ouais. 3 autres. En fait, on a trouvé une sage-femme pour la deuxième. E Et donc ça a été génial parce que pour le coup, elle est venue chez nous et c'était, voilà, au petit matin avec les bougies et une odeur de gâteau au chocolat. Enfin, c'était, voilà, il en reste des souvenirs olfactifs. Euh, la troisième, j'ai été hospitalisée en fait en fin de grossesse pour une cholestase gravidique. Donc c'était un peu chaud. Il y avait, en gros, il m'avait dit, bah voilà, dans 5 jours, on déclenche. Euh, et bon, je savais que déclenchement égale, égale Mmh. un accouchement pas très drôle et médicalisé. Je leur avais demandé, je leur avais dit, bon voilà, si par hasard le bébé venait naître avant le déclenchement, ça serait vachement bien. Euh, voilà, moi, mon projet, c'est d'accoucher à domicile. J'ai une sage-femme, tout est prévu. Est-ce que si les contractions arrivent avant le déclenchement, vous m'autorisez à rentrer chez moi?
Sachant qu'il m'avait bien expliqué que si l'accouchement se faisait avant le déclenchement, ça serait un accouchement naturel, normal, et qu'il n'y avait aucune séquelle et aucun traitement à prendre, ni pour moi, ni pour le bébé. Enfin voilà, c'était OK là-dessus. Et en fait, ils m'ont dit, bah, en fait, non, parce que même si vous étiez en bonne santé, on ne serait pas pour, c'est prendre trop de risques d'accoucher à domicile et je ne sais pas quoi. Donc, je leur ai dit, bon, c'est un non idéologique, mais ce n'est pas un non sur ma santé. Ils n'ont pas trop bien pris. Mais mon bébé a eu la très bonne idée de venir avant le déclenchement. Et donc là, ben, j'ai fait mes valises, puis je suis sortie, et puis mon mari est venu me chercher, et j'ai perdu les os dans la voiture, et j'ai accouché chez moi, et la sage-femme est arrivée pour la délivrance, quoi. mais, euh, mais voilà, c'était plus fort que moi, c'était pas possible d'accoucher là, à ce moment-là, en fait. J'ai essayé de me raisonner, et puis j'ai vu le lino turquoise de la salle, de la chambre, et je me suis dit non, c'est pas possible. Donc finalement, voilà, des fois, il y a des trucs qui font que c'était pas possible. Et puis le dernier, bah, on avait prévu un accouchement à domicile avec une autre sage-femme parce que celle d'avant avait arrêté. Et en fait, bah, on est parti pour un dernier week-end à Paris. Et ben, il est né à Paris. Ok. J'ai fait en sorte qu'il ne naisse pas dans la rue parce que je me suis dit là, ça veut dire pompier, et séparation avec les enfants et tout ça. Mais voilà, j'ai couru un peu mon marathon pour arriver vite dans l'appartement où on était logé et j'ai accouché dans la salle de bain avec la copine d'un ami. Ok. Là. C'est allé vite en fait, c'est ça? Oui, c'est allé vite. Oui. Et puis on n'arrivait pas à joindre mon mari. Enfin, bon, ça a été un peu compliqué. J'aurais préféré qu'il soit là, mais il est arrivé pour la délivrance. Et pour le coup, Bon, il n'y a bah pas eu de super. sage-femme. Et tu as fait ta formation de doula à quel moment? Après la naissance de la troisième, entre la Ok. troisième et la quatrième en fait. Ouais. La troisième devait avoir 1 an, quelque chose comme ça. Et en fait, pour la deuxième, quand on cherchait une sage-femme et qu'on n'en trouvait pas chez nous, et enfin bon, celle qu'on trouvait, elle était quand même à 1 heure de route. Enfin, c'était hyper compliqué et de rage un jour, je me suis dit, ouais, de toute façon, si c'est comme ça, je vais faire sage-femme moi-même. Tout en me disant, c'est bête parce que ça ne me permettra pas de m'accompagner moi pour l'accouchement. Et puis en plus, l'idée de faire des études scientifiques, c'était pas, pas du tout mon truc avec des bébés en bas âge. Enfin voilà. Et, mais quand même, enfin, il y avait cette idée d'accompagner et de donner de l'information aux femmes et enfin, voilà, de pouvoir éveiller les consciences. Il y avait déjà cette idée-là. Et finalement, j'ai trouvé cette formation de doula et ça a été vraiment très, très chouette. Hyper intense, une année complète où on apprend, on découvre, on apprend à accompagner, à écouter. Donc, c'était très, très, très enrichissant et professionnellement et sur le plan humain. En fait. Et c'est laquelle d'école que tu as faite? Doula de France. À l'époque, de toute façon, il n'y avait pas, Ouais. pas beaucoup de choix. C'était eux qui étaient vraiment les plus sérieux et les plus ouverts aussi, parce que j'avais vu des formations où si tu n'avais pas allaité, tu ne pouvais pas suivre le cursus, si tu n'avais pas accouché par voie basse, tu ne pouvais pas le faire. Enfin, voilà, je trouvais ça complètement fou. Mais parce qu'il y en a plusieurs alors, des écoles de doula. Il n'y a pas que celle-là en fait. J'aurais même presque. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Aujourd'hui, il y a Galantis aussi, notamment, qui a été faite par des gens qui ont participé à Doula de France aussi, puis finalement qui change un peu, mais qui a une formation qui tient bien la route aussi. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas non plus énormément, mais en tout cas, ces deux-là tiennent la route. C'est même pas ta formation de doula qui t'a apporté toutes les connaissances pour pouvoir accoucher de manière physiologique. C'est juste ta première sage-femme ou tu as eu d'autres lectures, tu as eu d'autres rencontres qui t'ont permis juste de comprendre la physiologie de la naissance? Non, je crois que j'ai juste appris à m'écouter. Ok. Et c'est tout, en fait. Et parce que même pour la naissance de ma deuxième, en fait, j'ai perdu beaucoup de sang. Et en fait, c'est ça qui m'a fait appeler la sage-femme à 2 heures du matin en disant j'ai une grosse contraction, j'ai super mal au dos et je perds du sang. Il se passe quoi? Et en fait, elle m'a dit j'arrive, donc il fallait quand même 1 heure de route. Et moi, je perdais du sang, mais je n'avais pas la notion que peut-être le placenta était déchiré. Je n'avais pas cette notion. Elle m'a dit qu'elle venait, elle venait. Et une fois qu'elle était là, j'avais entièrement confiance en elle.
Et en fait, je lui décrivais ce qui se passait dans mon corps. Je lui disais, ah, bah là, il se passe ça. Ah, là, la contraction est plus dure. Là, ah, bah, le bébé, il descend. Je le sens vachement bien qu'il descend. Et je sais pas quoi. Enfin, je lui racontais. Et en fait, après, elle m'a dit, bon, là, tu avais un placenta qui se déchire. Ce qui veut dire que ça pouvait être, en fait, en vrai, tu serais allé à l'hôpital, c'était une urgence, c'était limite césarienne d'urgence. Parce que bah, si le bébé est plus alimenté, voilà. Et en fait, elle m'a dit que elle s'est connectée à moi quelque part, et comme elle voyait que j'étais hyper consciente, que ça avançait et que j'étais tranquille et en même temps que je ressentais, elle m'a dit le fait que tu me décrives tout ce qui se passe dans ton corps, eh ben, je savais qu'il n'y en avait plus pour longtemps et que c'était bon. En fait. Donc, je crois juste que j'ai cette capacité, on va dire, à m'écouter et à suivre ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est Mais voilà, primordial, après, c'est oui, c'est ça. l'élément primordial pour la naissance. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Cool, merci. Après, dans tout l'univers du maternage proximal, qu'est-ce que tu as le plus adoré? Moi, ça a été le portage. Clairement, porter mes bébés, ça a été juste évident. Et, et ouais, on les a portés finalement pour le premier pas mal, assez longtemps quand même. Il m'est arrivé de traverser Paris avec un bébé devant, un bébé derrière et le petit que je tenais à la main. Enfin, on a fait du gros n'importe quoi. Mais franchement, ça a été un contact vraiment très, très chouette pour moi et pour le papa aussi. Enfin, lui, il m'avait déjà branché sur l'écharpe. Euh, on avait acheté une poussette juste parce que ses parents insistaient pour nous offrir une poussette. Donc, on a acheté une poussette. Et au final, c'est quand on a eu la troisième, que finalement la poussette était bien parce qu'on pouvait l'allonger complètement et ça faisait poussette bus. Donc des fois, on en mettait trois dedans, ou on mettait les deux grands dans la poussette pendant qu'on portait le petit. Enfin bon, voilà. Mais, mais on l'a très peu utilisé, cette poussette. Mais ouais, lui, clairement, il a dit, mais sentir le bébé contre soi, c'est vraiment quelque chose enfin, pour un papa, quoi. Il y a un lien qui se fait, qui se tisse, et c'était très chouette. Il le sentait donner des coups de pied dans son ventre, quoi. Et ça, c'est unique. Donc, ouais, vraiment, le portage, pour nous, ça a été très, très, la partie la plus jolie, on va dire. Et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais tu m'avais dit que vous n'aviez pas trouvé d'atelier près de chez vous, c'est ça? Vous n'avez pas pu en faire, du coup? À l'époque, il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose. Donc, non, à l'époque, non. Mais en fait, on a acheté, même pour acheter une écharpe de portage, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. On en avait acheté une à Nature et Découverte. C'était que là. Et elle était grosse, elle était lourde. Et enfin, voilà, aujourd'hui, enfin, par rapport à toutes les écharpes qu'on fait aujourd'hui, c'est clairement celle que je ne recommanderais pas. C'est Mais clair, on s'en moi non fiche, on a plus. commencé avec ça. En plus, elle était un peu trop courte. Enfin, voilà. Mais on s'est débrouillé en fait. On s'est débrouillé. C'était le début des tutos vidéo sur Internet. Alors on a un peu cherché, puis en fait on s'est débrouillé comme on le sentait, sachant que mon mari étant kiné, il avait quand même des bases sur la position du bébé, la position physiologique. Donc voilà, on avait la notion qu'il fallait que les genoux soient quand même assez hauts. Enfin, voilà, on avait les notions de base. Mais après, c'était un peu à la one again. Oui, parce que ça dépend, de toute façon, comme toutes les formations de tous les professionnels, ça dépend toujours de l'école où tu es. Parce que j'en ai vu passer des kinés en atelier de portage, qui croyaient Ouais, savoir et qui savaient pas grand-chose, en fait. d'accord. Non, mais là, Mais là, ça allait là, quand même. il a eu, les bonnes bases. C'est cool, Oui, voilà. c'est cool. Parce que ça, c'est devenu un peu une priorité, ouais, de faire rentrer, les connaissances de base, dans le monde des professionnels, Oui, que ce soit médecin, sage-femme, tout ça, parce qu'il y a du boulot, il y a du boulot. C'est comme l'allaitement, hein, je veux dire. oui. OK, et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Euh,
Le plus difficile avec les bébés tout petits, là, Mm. euh, les, les périodes de pleurs, quoi. Il y a toujours des périodes de pleurs où tu sais pas ce qui se passe. Tu as Mm. beau prendre ton bébé dans les bras, aller te promener, je sais pas quoi, le bébé il pleure et puis toi t'es crevé et puis il se passe pas grand chose. Donc voilà, bon, ça reste des souvenirs. Bon, c'est tout. En même temps, je crois que c'est un peu le passage obligé. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Euh, la fatigue. La fatigue, globalement, il y a quand même beaucoup de mois où j'ai pas eu des nuits très très complètes. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est là qu'il y a un accompagnement en fait à faire. Il n'y a pas de solution, je pense. Il n'y a pas de solution pour le sommeil des bébés, il n'y a pas de solution pour la fatigue des mamans. Je pense que c'est de toute façon un passage un peu inévitable, mais, bon, de pouvoir parler, exprimer et se sentir écouté et soutenu, c'est quand même un beau cadeau. Et ça, tu l'as trouvé auprès de qui, ça? Moi, je ne l'ai pas trouvé à l'époque, Mm. mais je l'offre maintenant. Mm. Ouais, à travers les accompagnements Mm. et voilà, et en tant que doula. Non, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait mon mari, bon, enfin, il dormait un peu plus que moi, mais pas tant que ça. Puis il travaillait, donc enfin, voilà, fallait gérer. Donc, non, non, j'ai été ouais, relativement seule en fait au Mm. final, mais je me rendais pas compte que c'était forcément un besoin. J'avais même pas cette notion qu'on pouvait être accompagné en fait. Donc, j'ai traversé comme j'ai pu. Euh, Aujourd'hui, sachant que l'accompagnement est possible, je ferai autrement. Mm. Tu avais du soutien de la famille autour? Ou vous étiez tout seul au niveau La géographie? famille pas très proche. Ouais, Mm. de la famille pas très proche. Il y avait quand même 2 heures et demie de route. Donc voilà, ma mère venait de temps en temps, mes beaux-parents aussi, mais enfin, c'est pas pareil, c'est pas du quotidien, on va dire. Mm. Donc, non, je me suis un peu débrouillée. Mm. Euh, Est-ce que, du coup, à cette époque, tu avais entendu parler d'hygiène naturelle infantile? Alors, euh, pas au tout début, clairement pas. Pour mon aîné, on était aux couches jetables basiques, Mhm. et puis quand même, il a eu les fesses rouges, et puis quand même, ça me dégoûtait en fait ces Mm. couches. Il y avait des petits bouts de machin là, enfin, je trouvais ça horrible. Et il y avait quand même un magasin de couches lavables, pas trop loin de chez nous. Et donc, on est allé tester. Et en fait, petit à petit, on a fait un stock de couches lavables. Et avec les couches lavables, mon fils allait beaucoup mieux. Et en fait, finalement, voilà, on est passé aux couches lavables. Il devait avoir 1 an. Mais voilà, ça a été déjà une première étape. Et c'est par là que je pense que j'ai dû entendre parler d'hygiène naturelle infantile. Mais les mamans qui faisaient ça, enfin, à la fois je comprenais bien la démarche et à la fois je me disais, mais elles sont toujours avec leur enfant et leur enfant et ça demande une hypervigilance. Enfin voilà, ça me paraissait complètement démesuré. Et en fait, j'ai dû faire un tout petit peu avec la deuxième, tu vois, de temps en temps où finalement je me disais, mais là, elle va faire pipi, donc hop, je la mettais au-dessus du lavabo, puis elle faisait pipi, puis en fait, c'était cool, quoi. Mm. Et voilà, je me suis dit, mais bon, elle avait une couche lavable le reste du temps, mais il y avait de temps en temps un petit truc. Et en plus, en grandissant, en fait, très rapidement, finalement, et c'est vrai que chez moi, ils ont été propres. Enfin, j'aime pas trop cette expression, mais disons qu'ils ont fait pipi sur le pot vers 1 an et demi, quoi, 1 an et demi, 2 ans. À 2 ans, il n'y avait plus de question de couche du jour, quoi. C'était même plus une question. Et c'est vrai que quand je vois les cousins, cousines, ou à 3 ans, ah ben va falloir maintenant vite enlever les couches parce qu'il y a l'entrée à l'école, je me dis, hey, ça fait 1 an qu'ils pourraient avoir fini les couches, enfin voilà, mais bon, Mm. c'est comme ça. Donc oui, en fait, effectivement, pour les suivants, je l'ai fait un peu ou plus selon les périodes. En fait. Il y a des moments où ça venait comme ça et on salissait peut-être une couche dans la journée.
Et il y a des moments où, clairement, j'étais au 36e en dessous, je m'en sortais pas, et puis c'est tout. Et voilà, ça s'est fait comme ça devait se faire, quoi. Je crois que c'était assez libre, en fait. Donc, ça me convenait bien, sans pression. Ouais, c'est le mieux. C'est Oui, ce oui, qui est. oui. Et du coup, donc, tu as connu ça en rencontrant des mamans qui pratiquaient, c'est ça? Je crois que je devais être, oh oui, je devais être sur un forum de bébé nature ou maman nature ou un truc comme ça. Et donc, pour le coup, il y avait des échanges de mamans et je pense que c'est par ça que je l'ai connu. Et après, j'ai une copine qui l'a fait avec son fils. Mais c'était trop pour moi, en fait. Pour le coup, dès qu'elle sortait dans la rue, elle avait toujours le pot avec le couvercle, le machin, elle lui faisait faire pipi partout. Et voilà, je me disais, mais des fois, tu as juste envie d'aller te balader. Enfin, chez moi, il faisait pipi dehors, quoi, dans la nature, mais j'avais pas en plus le pot à me trimballer. Enfin, voilà, je trouvais que ça faisait trop pour moi. Pour elle, visiblement, c'était très bien. Donc pas de souci. Mais voilà, donc j'ai rencontré elle qui faisait ça, mais pas grand monde. Dans mon entourage, il n'y en avait pas beaucoup. Tu avais des moments comme ça, peut-être comme des réunions d'allaitement ou des choses comme ça, où tu pouvais rencontrer d'autres mamans avec qui échanger sur tes pratiques de maternage, tout ça, ou pas tant que ça? Très, très peu. Je suis allée à quelques réunions de la Leche League, mais en fait, comme pour moi, l'allaitement ne posait pas de problème, euh, bah, finalement, aller causer allaitement, enfin, à chaque fois, comme mes enfants sont hyper rapprochés, à chaque fois, c'était un peu chaud, quoi. Parce que ça veut dire que pour un trajet, il fallait que je réveille, enfin, que les trois soient réveillés, prêts en même temps. Enfin, c'était quand même un peu tendu. J'ose même pas Donc, imaginer. ils ont 1 an et demi d'écart, les trois Ouais. premiers. 1 an et demi, 1 an et demi. Donc voilà, quand l'aîné avait 3 ans, il y avait la troisième qui venait de naître. Donc voilà, c'était un peu sportif. Donc j'ai pas forcément multiplié ce genre de réunion qui en plus n'était pas. Enfin, ça aurait été à 2 rues de chez moi, c'était bon, mais là ça demandait de prendre la voiture. Enfin voilà, c'était un peu sport. Du Donc coup, pas plus que ça. au niveau vie sociale, comment t'étais? Ça t'allait? Au niveau vie sociale, en fait, j'avais un peu une vie professionnelle, puisque c'est l'époque où j'ai ouvert mon atelier de mosaïque. Donc, j'étais en lien avec la mairie, j'étais en lien avec d'autres artistes. On constituait plus ou moins un village d'artistes. Donc, il y avait du lien social, on va dire, de ce Ok. côté-là. Les enfants, je les mettais quand même chez une nounou 2 après-midi par semaine. Donc, voilà, j'avais quand même un peu de temps pour moi pour voilà, cette vie sociale. Après, on avait 2, 3 amis quand même qu'on voyait un peu régulièrement, mais personne n'avait d'enfants autour de chez nous. On était les premiers. Donc, voilà, il n'y avait pas trop de partage d'expérience. C'est-à-dire que nous, on a fait l'expérience pour tous les copains. Et pour tous les frères et sœurs aussi. On était vraiment les premiers partout. Donc, on a découvert, on a expérimenté. Ok. Et ça t'a pas manqué, ça, du coup, d'avoir d'autres mamans avec qui échanger et partager sur tes problématiques du quotidien, ou tu avais des forums, c'est ça que tu disais? Quand tu Ouais, avais c'est des ça. questions? Au final, j'avais les forums et je pense que je m'en suis pas mal débrouillée comme ça. Et après, j'ai rencontré d'autres mamans, notamment avec les familles qui faisaient l'instruction en famille. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que moi, j'avais déjà passé les premières questions et les choses comme ça. Mais non, ça ne m'a pas forcément manqué. Les forums m'ont suffi. Et donc, avec ces 3 enfants tout proches, avec des couches lavables, tout ça, comment ça se passait, ta vie avec les lessives? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs, ça? Ma vie avec les lessives se passait pas si mal parce que j'en ai pas un souvenir horrible, sauf le jour où la machine est tombée en panne. Et Mmh. là, ça a été très violent parce que je me souviens d'un bain de la baignoire remplie de couches. Bon, il a fallu faire quelque chose assez rapidement pour la machine à laver. Mais non, c'était pas si terrible. Effectivement, je me souviens, alors je ne sais plus lesquelles, mais il y avait des couches qui mettaient plus de temps à sécher que d'autres. Enfin voilà, il y avait tout un micmac. Mais
Ça tournait, en fait, ça tournait. Puis finalement, quand la troisième est née, l'aînée finalement a été propre le jour. Il y avait plus que quelques couches la nuit. Ça se gérait. Je me souviens que chez la nounou, quand j'avais inscrit l'aîné chez la nounou, à l'origine, il devait avoir des couches jetables, puisqu'on était encore en couches jetables. Puis on a fait la transition sur l'été. Donc quand je l'ai amené le premier jour en septembre, il était en couche lavable. Et tout d'un coup, je me suis dit, merde, j'ai oublié de prévenir la nounou. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bon, voilà, en fait, il y a eu un problème de fesses rouges, on est passé aux couches lavables. Elle m'a dit, ah, mais je ne connais pas. Je lui ai dit, c'est pas grave, vous avez un sac plastique, vous mettez dedans, vous ne vous occupez de rien, je gère. Et en fait, au bout de 2 jours, elle m'a dit, mais c'est génial, en fait, vos couches lavables, parce que moi, ma poubelle, elle déborde tous les jours. Et avec ça, c'est bon. Et elle me disait, vous êtes sûre qu'il ne faut pas que je prélave ou je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, non, mais je gérais tout le soir. Mais, et elle était super contente. Donc là, je me suis dit, ah, il y a quand même un truc bien. Et voilà, limite, elle était à dire aux autres parents que ça existait, les couches lavables, et que c'était vachement bien. Donc, voilà, ça, c'était un bon souvenir. Mais non, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas de souvenir spécial autour des lessives. Je crois que de toute façon, il y avait des lessives tous les jours. Hein, donc, voilà, c'était la petite habitude. Pas plus contraignant que ça, en fait. Ouais, t'as pas eu des moments où tu étais débordée plus que ça? Le papa, il participait aussi pour étendre, ramasser, ranger, tout ça? Oui, oui, oui. Ça, il y avait de l'aide aussi. Et puis bon, on devait avoir sûrement un dernier fond de paquet de couches jetables pour au cas où, je pense. Mais bon, non, je n'ai pas de souvenir de crise de la couche. Oui, la couche ou les vêtements, parce que moi, tu vois, j'ai une fille qui adore changer ses vêtements 3 à 4 fois par jour. Et elle les met au sale, c'est là le problème. Ah, elle les laisse un peu traîner quand même, tu vois, alors, régulièrement. Quand ça fait 4 jours que ça traîne dans un coin, ça finit au sale. Forcément. Ouais. Et puis, moi, je suis passée aux vêtements en laine. Justement, j'ai commencé progressivement avec Tania. Et puis là, avec Arthur, je suis toute en laine. Et ça a vraiment juste révolutionné toute ma vie. Parce que vraiment, les lessives, ça me lourde. Et j'aimerais que mes 2 filles soient aussi en laine. Ça me ferait vachement moins de boulot. Mais non, elles veulent leur t-shirt qui brille, tout ça. Donc, c'est un peu... Ah ben oui, il y a un âge où on peut plus Ça marche plus. décider à la place. Ouais. Ouais. Du coup, si tu avais un conseil ou un message à donner à une maman qui va avoir son premier bébé ou qui vient d'avoir son premier bébé, qu'est-ce que ce serait? Euh, je pense que ce serait de se faire confiance, déjà, parce que je crois que c'est pas forcément la peine d'aller chercher à droite à gauche plein de solutions et plein d'idées. La première façon de faire, je pense que c'est déjà de faire et d'essayer ce qui vient de nous. Euh, voilà. Et si elle a envie d'allaiter, d'essayer. Et puis après peut-être que si ça marche pas ou je sais pas quoi, là, elle pourra aller chercher les trucs. Mais d'abord, faut essayer à sa façon. Voilà, pareil, si elle sent tout d'un coup en se disant, mais là, je pense que mon bébé, il a envie de faire pipi, essaye en fait. Et puis peut-être que oui, peut-être que non. Et puis voilà. Et en fait, vraiment de suivre son intuition, souvent, ça aide. Et après, en fait, à partir des petits frottements qu'on sent au fond de nous, en se disant, ah, mais moi, j'aimerais bien ça, mais je suis pas sûre. Ou, ah, mais enfin voilà. Quand on ressent les frottements, c'est là qu'il faut aller chercher. Et généralement, on trouve les réponses. Mais d'abord, il faut aller chercher au fond de soi. Voilà. Je pense que ça serait vraiment mon meilleur conseil. Super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc, je mettrai en lien en description de la vidéo tous les liens vers ton site. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. Je te dis à bientôt. Au revoir. Merci encore pour cet échange. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de la partager. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Et si tu as des questions, tu les mets en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.